L'Empire romain au IVe siècle après Jésus-Christ. Constantin Ier, ou le Grand comme certains aiment l'appeler, avait réussi à prendre le contrôle total de l'Empire dans une série de guerres civiles, mettant ainsi fin efficacement à la tétrarchie de Dioclétien. En 324, Constantin avait détruit tous ses adversaires, Licinius ayant été le dernier, et il devint le seul dirigeant de l'Empire romain, ramenant ainsi le système de gouvernement à celui d'avant les réformes de Dioclétien. C'était à nouveau un empereur pour un empire. Mais cela ne resterait pas ainsi longtemps. En 337, Constantin mourut à l'âge de 65 ans et ses 3 fils restants héritèrent de l'Empire. Mais ce qui s'est passé ensuite aurait probablement fait se retourner le bon vieux Constantin dans sa tombe. Constantin avait 4 fils. Un fils, l'aîné, nommé Crispus, est né en 300 après Jésus-Christ. Et il était le fils de Constantin et de Minervina, une femme dont on sait peu de choses. Elle était la première épouse, ou peut-être aussi la concubine de Constantin. Leur statut de relation exact n'est pas entièrement connu. Mais Constantin a plus tard épousé Fausta, la fille de Maximien et la sœur de Maxence. Ils ont eu 3 fils et 2 filles. Hélène, la future épouse de l'empereur Julien, est née quelque temps avant 326. Constantina est née en 307. Constantin II est né en 316. Constantius II est né en 317, 323. Et Constance est née en Constantius II est né en 317, 323. Et Constance est née en 323. Donc, si vous aviez pris une photo des enfants de Constantin en 324, il y aurait eu 2 filles, Constantina et Helena, et 4 fils. Crispus, Constantin II, Constantius II et Constance. Mais bien sûr, cela ne resterait pas ainsi. Le premier à partir fut Crispus, le fils aîné de Constantin. Même jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas exactement pourquoi Constantin a ordonné l'exécution de son fils, et pas seulement de son fils, mais aussi de sa femme Fausta. Personnellement, je pense que cela aurait dû être un signe d'avertissement assez fort pour Fausta que Constantin avait non seulement forcé son père Maximien à se suicider, mais qu'il avait aussi tué son frère Maxence. Fascinant, elle a quand même continué à avoir 3 fils avec lui après cela. Mais en 326 alors, quelque chose d'étrange s'est produit, et Constantin, selon certaines sources, avait alors ordonné l'exécution de Crispus et Fausta. Certains pensent que Crispus aurait pu avoir une liaison avec Fausta, ce qui a vraiment mis Constantin en colère. Et ce n'était jamais une bonne idée de mettre Constantin en colère. Cependant, cela est parfois contesté, et plusieurs autres théories sont proposées pour expliquer leur exécution. Dans tous les cas, après que Fausta et Crispus ne furent plus, rejoignant Maximien, Maxence et Licinius dans la liste des victimes de Constantin, il y eut enfin la paix, et les fils restants de Constantin s'entendaient vraiment bien, et ils vécurent heureux pour toujours. Bien sûr, ils voulaient se tuer les uns les autres, mais tant que leur père Constantin vivait encore, il y avait la paix. Constantin était la force unificatrice de l'Empire, comme c'est souvent le cas avec un dirigeant fort et puissant dans l'Empire romain. L'Empire était tenu ensemble par cette seule personne, et dès que cette personne mourait, les luttes de pouvoir dynastiques commençaient immédiatement. Nous avons vu cela se produire d'innombrables fois dans l'histoire de l'Empire romain, et nous aurions vraiment souhaité que cette fois-ci soit différente, mais ce n'était pas le cas. Lorsque Constantin est mort en 337, l'Empire romain a été à nouveau divisé, comme il l'avait été quelques décennies plus tôt, à l'époque de la tétrarchie. Pour moi, l'une des principales raisons de la chute de l'Empire romain a été les guerres civiles constantes qui ont résulté du problème de succession non résolu. Revenons donc aux fils de Constantin. Lorsque Constantin est mort en 337, des hostilités ont éclaté presque immédiatement. Les premiers à être éliminés étaient Annibalianus et Dalmatius, qui étaient les fils du demi-frère de Constantin, donc en gros des demi-cousins des fils de Constantin. Au moins sur un point, les fils de Constantin étaient d'accord, à savoir tuer pratiquement tout le monde, dans la famille constantinienne, qui pourrait devenir une menace pour leur règne, et ainsi Dalmatius et Annibalianus et leur famille ont été brutalement assassinés. Et ensuite, ils ont divisé l'Empire romain entre eux.
Constantin II a obtenu les territoires occidentaux, Hispania, Gallia, Britannia et l'extrémité ouest de l'Afrique. Constance a obtenu la partie centrale, qui contenait l'Italie, les provinces alpines, puis l'Illyricum et la plus grande partie de l'Afrique. Mais il a également reçu la Thrace et la Grèce, après que Dalmatius et Hannibalianus aient été éliminés. Il est assez hilarant que cela aurait en fait été une seconde tétrarchie, reflétant de près la tétrarchie de Dioclétien, qui avait à peine survécu pendant 30 ans. Constantin, plus que quiconque, aurait dû prévoir qu'une telle construction n'était peut-être pas très stable, mais il espérait que les liens familiaux étaient plus forts que les différences, ce qui est encore assez ironique venant de lui. Dans tous les cas, Constance II a obtenu la partie orientale contenant l'Égypte, le Levant et l'Anatolie, avec Constantinople, la nouvelle capitale encore récente de l'Empire romain. Mais alors les problèmes ont déjà commencé. Constantin II était assez jaloux que Constance ait reçu de si vastes territoires après qu'ils aient assassiné leur cousin. Constance avait en effet le plus grand territoire, contenant tout l'ancien cœur de l'Empire romain et des villes très prestigieuses, Rome elle-même bien sûr, mais aussi Carthage, et donc les expéditions de céréales. Mais Constantin II était le fils survivant le plus âgé de Constantin, Crispus n'étant bien sûr plus là. Et en effet, Constantin II avait 7 ans de plus que Constance. Constantius II, quant à lui, n'était en bons termes avec aucun d'eux, car il était un partisan de l'interprétation arienne du christianisme, tandis que Constance et Constantin II étaient le partisan du christianisme nicéen. Mais à leur tour, ils se disputèrent sur les territoires, donc leur foi partagée ne signifiait pas grand-chose. Il devrait être assez clair, bien sûr, que tous les fils de Constantin étaient des chrétiens fervents. Constantin avait veillé à ce qu'ils reçoivent une éducation chrétienne approfondie, ou une endoctrinement, selon votre point de vue, et donc ils ont été influencés dès leur plus jeune âge. Ainsi, ce triumvirat, tel qu'il était alors, était très fragile dès le début. Les querelles entre Constantin II et Constance sont devenues plus intenses, et Constantin II a exigé l'Afrique en compensation du fait que Constance avait reçu plus de territoire que lui qui était le fils aîné. Et veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou l'adhésion à YouTube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur l'histoire romaine tardive. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de YouTube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Merci beaucoup. Constantin II a refusé de renoncer à la tutelle sur Constance lorsque Constance est devenue majeure, et c'est alors que les véritables hostilités ont éclaté. Promptement, à la manière du bon vieux constantinien, Constantin II a envahi l'Italie en 340 reflétant la guerre de son père contre Maxence juste 28 ans plus tôt. Alors que Constantin II envahissait l'Italie, Constance menait une campagne en Dacie que son père avait restaurée en tant que province, du moins dans une certaine mesure, mais dans quelle mesure est en réalité inconnue même à ce jour. Fascinant, Constance n'a même pas eu à affronter lui-même Constantin II, car ses généraux le feront pour lui. Constantin II assiégeait Aquilée lorsqu'il a été tué dans une embuscade par Constance, généraux. Et ainsi, le plus jeune fils de Constantin, Constance, qui n'avait alors que 17 ans, a reçu l'ensemble des territoires occidentaux de l'Empire romain en 340 après Jésus-Christ, contrôlant ainsi une énorme partie de l'Imperium Romanum, une part bien plus grande que celle du seul autre fils restant de Constantin, Constance II. Et donc, un fils de Constantin avait peut-être été tué par son propre père, l'autre sur ordre de son propre frère, et donc vous pouvez déjà imaginer que les 2 derniers fils restants de Constantin n'auraient pas de très bonnes chances de rester pacifiques. Ce n'était pas exactement une caractéristique de la dynastie constantinienne. Et la guerre aurait presque certainement éclaté entre les deux. Comme je l'ai mentionné précédemment, Constance était un partisan du credo de Nicée, tandis que Constance II favorisait l'arianisme, et donc les tensions entre les deux continuèrent de croître. Mais en 350 ans après le meurtre de Constantin II, Constance, maintenant âgée de 27 ans, et Constance II, âgée de 33 ans, quelque chose d'assez inattendu s'est produit. Et donc la guerre n'a pas éclaté entre les deux, mais Constance a commis des erreurs assez graves dans la gestion de l'Empire. Selon Zosimus, Constance a développé de mauvais traits de caractère et s'est forgé une réputation de cruauté et de mauvaise gestion. Si c'est vraiment le cas,
Nous ne le saurons probablement jamais, car Zosimus était un chroniqueur d'histoire païenne de la fin du 5e et du début du 6e siècle, et il n'aimait absolument pas la dynastie constantinienne, car il ne leur a jamais pardonné d'avoir abandonné l'ancienne religion païenne. Et donc, nous ne savons pas si ce que Zosimus a écrit est vraiment vrai, ou s'il a un noyau de vérité, ou s'il a été complètement inventé afin de faire paraître Constance sous un mauvais jour. Dans tous les cas, Constance a dû faire quelque chose de mal, ou du moins, il a dû mal interpréter la situation, car les légions de l'Ouest se sont rebellées contre lui en 350. Un général des légions nommé Magnentius s'est déclaré empereur à Augustodunum en 350, et Constance a perdu le soutien de pratiquement toutes les troupes occidentales. Ainsi, il a été contraint de fuir pour sauver sa vie. Il a tenté de fuir vers l'Hispanie, et selon Gibbon, il a été acculé dans les montagnes des Pyrénées orientales par les troupes de Magnentius. Il a cherché refuge dans un temple, curieusement, un temple et non une église, et c'est probablement là qu'il a été assassiné par les soldats de Magnentius. Et donc en 350 après Jésus-Christ, Constance II était le dernier fils survivant de Constantin. En seulement 13 ans après la mort de leur père, un seul fils était resté. Mais Constance II s'est avéré être en réalité un commandant très capable sur le champ de bataille. Il a vaincu l'usurpateur Magnentius lors de 2 batailles. En 351 et 353, Magnentius se suicidant peu de temps après, réalisant à quel point sa situation était devenue désespérée. En 351, il a élevé Constance Gallus, le frère aîné de Julien, fils de Julius Constance, demi-frère de Constantin, au rang de César. Bien sûr, Constance II avait tué Julius Constance à la bonne vieille mode, mais il avait laissé vivre les 2 enfants, Julien et Gallus. Mais en 354, il a fait exécuter Gallus après avoir reçu des rapports sur sa nature corrompue et violente. En 354, Constance II a poursuivi sa série de succès militaires contre les Alémanies à travers la frontière du Rhin. En 355, il a alors élevé le dernier membre masculin survivant de la dynastie constantinienne au rang de César, nul autre que le célèbre Julien, dont nous devons bien sûr parler en détail dans une autre vidéo, car il y a bien sûr beaucoup à dire sur lui. Constance II a continué sa campagne à travers le Danube contre les Quads et les Sarmates en 357 avec succès. Mais la paix n'était pas destinée à durer, car comme si souvent, la Perse a attaqué, capturant certaines forteresses frontalières et forçant Constance à se déplacer vers l'est pour combattre l'ennemi toujours menaçant à l'est. Mais en 360, Julian a été proclamé Auguste par ses troupes à Clutetia, l'actuel Paris, forçant ainsi Constance à abandonner sa campagne contre la Perse. Constance a essayé de persuader Julian de renoncer à son titre d'Auguste, mais Julian a refusé de manière très éloquente. Et donc une bataille aurait été livrée, dont nous ne pouvons que spéculer sur l'issue. Tous deux étaient des généraux redoutables, Julian et Constance II. Cela aurait été une bataille insensée. Mais en chemin pour combattre Julian, Constance est tombée malade et est mort peu de temps après. Et dans son dernier souhait, il a nommé Julian comme son héritier légitime. Et ainsi le dernier fils de Constantin est mort en 361 après Jésus-Christ. Julian était maintenant le seul empereur de l'Empire romain, le dernier membre masculin de la dynastie constantinienne. Mais Julian, au lieu de consolider son pouvoir, s'est lancé dans une campagne malheureuse contre la Perse, espérant peut-être devenir un second Alexandre le Grand et ainsi légitimer son retour à l'ancienne religion païenne. Mais il est mort dans une bataille contre les Perses lors de sa retraite en 363 après Jésus-Christ, ne portant pas son armure ce jour-là. Et ainsi est mort le dernier membre de la dynastie constantinienne en 363 après Jésus-Christ seulement. 39 ans après que Constantin soit devenu le seul empereur de l'Empire romain. Depuis le début du règne de Constance, premier père de Constantin, jusqu'à la fin du règne de Julien, 70 ans se sont écoulés. Et comme si souvent, cela a grandement déstabilisé l'Empire romain. Au lieu de s'unir et de se solidifier, l'Empire s'est davantage divisé. Le problème de succession qui tourmentait l'Empire romain n'était toujours pas résolu. Et cette seconde tétrarchie fut en effet de très courte durée, prouvant que l'Empire romain était une construction instable, ni stable lorsqu'il était gouverné par plusieurs empereurs, ni stable lorsqu'il était gouverné par un seul empereur. Les problèmes de succession dynastique et les guerres civiles qui en résultaient étaient une monnaie courante.
Et il est donc très triste que la dynastie constantinienne, qui aurait pu donner à l'Empire romain un siècle de paix, soit plutôt revenue à l'époque pré-tétrarchique avec ses guerres civiles constantes. Ce n'était que de la chance que les grandes migrations n'aient pas encore commencé, car si elles avaient eu lieu, l'Empire romain aurait été très mal préparé pour faire face à l'avancée. Et donc, l'histoire des fils de Constantin est une histoire typiquement romaine, une histoire d'avidité, de trahison et de tragédie, et je suis assez sûr que Constantin se serait retourné dans sa tombe s'il avait vu à quelle vitesse tout ce qu'il avait établi s'était effondré. Et merci de liker et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Et je voudrais particulièrement remercier notre nouveau soutien Augustus, Optimus Imperator Justinianus, j'adore absolument le nom, pour avoir soutenu la chaîne de manière si généreuse. Merci Justinianus pour ton soutien. C'est grâce aux incroyables Patreons et membres YouTube de cette chaîne que je peux continuer à réaliser des vidéos sur le tardif Empire romain. Je tiens vraiment à remercier chacun et chacune qui soutient cette chaîne sous quelque forme que ce soit. Et si vous voulez en savoir plus sur pourquoi on pourrait argumenter que Constantin n'était peut-être pas si grand, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'intolérance religieuse que Constantin a mise en mouvement, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine. Grazie stibiago et bene valete.